Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez les histoires de karma instantané. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et s'il vous plaît, laissez votre j'aime et vos commentaires. Votre soutien nous aide à partager ces leçons avec plus de gens. Prêts à rencontrer le prédateur devenu proie? Commençons. Le verdict de minuit. Le bouchon de champagne sauta, résonnant comme un coup de feu dans le penthouse. Brian Thorne leva son verre, riant en regardant la ville de Seattle. Il avait fait l'impossible. Non seulement il avait divorcé d'Emily, mais il l'avait détruite. Il gardait le manoir, les actions et la réputation, ne lui laissant rien d'autre qu'une valise et un adieu silencieux. Il pensait être le prédateur alpha. Il pensait avoir gagné le jeu de la vie. Mais Brian avait commis une erreur de calcul fatale. Il avait oublié qui était le père d'Emily. Il pensait que Marcus Sterling n'était qu'un retraité âgé en fauteuil roulant. Il ne savait pas que Marcus était l'homme qui possédait l'échiquier sur lequel Brian se tenait. Et le jeu ne faisait que commencer. Les lumières fluorescentes de la salle du tribunal supérieur du comté de King bourdonnaient d'un murmure agaçant, mais pour Brian Thorne, cela sonnait comme un cœur d'ange. Il ajusta sa cravate en soie, une charvet sur mesure qui coûtait plus cher que les voitures de la plupart des gens, et sourit à la femme assise à la table opposée. Emily. Elle avait l'air petite. C'était la seule façon de la décrire. Elle portait une simple robe grise qui avait connu des jours meilleurs. Ses mains étaient croisées proprement sur ses genoux. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle était simplement là. Un fantôme dans la machine de la magnifique ascension de Brian. « Monsieur Thorne », déclara le juge Harrison en regardant par-dessus ses lunettes. « Compte tenu de l'accord prénuptial, signé en 2014, et des preuves concernant l'absence de contribution de Madame Thorne au conglomérat Thorne Tech, le tribunal tranche en faveur du demandeur. » Brian relâcha un souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait. Son avocat, un requin nommé Sebastian Cole, du cabinet Vanderbilt et Cole, lui fit un signe de tête subtil. Ils avaient réussi. Ils avaient argumenté avec succès qu'Emily, la femme qui l'avait soutenu quand il codait dans un garage, la femme qui avait élevé ses 2 enfants pendant qu'il dormait 4 heures par nuit au bureau, était essentiellement une squatteuse dans son empire. Le domicile conjugal à Medina, poursuivit le juge, ainsi que la garde principale des investissements et du portefeuille de brevets, resteront en possession de M. Thorne. Madame Thorne se voit accorder une somme forfaitaire de pension alimentaire de 50 000 $ et ses effets personnels. 50 000 $, c'était une insulte. C'était moins que ce que Brian dépensait en vin en un trimestre. Brian se tourna pour regarder Emily, s'attendant à la dévastation. Il voulait voir les larmes. Il voulait voir le regret. Après tout, c'était elle qui était devenue ennuyeuse. C'était elle qui refusait d'assister au gala, préférant lire des livres dans le jardin. C'était elle qui ne cadrait pas avec sa nouvelle esthétique de PDG de l'entreprise de logistique par IA à la croissance la plus rapide du nord-ouest du Pacifique. Il avait besoin d'une supermodèle à son bras, pas d'une bibliothécaire. Mais Emily ne pleura pas. Elle se leva lentement. Ses yeux, généralement d'un noisette chaleureux, étaient plats et sombres. Elle regarda le juge, hocha la tête respectueusement, puis dirigea son regard vers Brian. Ce n'était pas un regard de grâce, c'était un regard de pitié. « Es-tu heureux, Brian? » demanda-t-elle doucement. Sa voix ne tremblait pas, elle était effrayamment ferme. « Je suis libre, Emily. » Brian ricana suffisamment fort pour que son avocat glousse. « Je suis enfin libre du poids mort. »« Poids mort, » répéta-t-elle, savourant les mots. « D'accord, si c'est le récit que tu choisis.
Elle prit son sac. « Je ne vais pas contester le jugement. Je veux juste le vieux jeu d'échecs de mon père, celui qui est dans le bureau. » Brian rit. « La vieille boîte en bois? Prends-la. De toute façon, elle sent de la naphtaline. Quitte juste la maison avant midi demain. Chloé emménage vendredi, et je ne veux pas que ton énergie déprimante persiste dans la suite principale. » La mention de Chloé, sa directrice marketing de 24 ans, fut le coup de grâce final. Il attendit l'explosion. Emily hocha simplement la tête. « Adieu, Brian. » Elle se retourna et sortit du tribunal. Alors que la lourde porte en chêne se refermait derrière elle, Brian sentit une montée d'adrénaline. Il tapa dans la main de Sébastien. « Nettoyage complet, bébé, » sourit Sébastien. « Je te l'avais dit, l'accord prénuptial blindé. On l'a écrasé. Elle ne s'est même pas défendue, » réfléchit Brian, ressentant une légère pointe de déception. C'était trop facile. « Elle sait qu'elle est vaincue, » dit Sébastien en rangeant sa mallette. « C'est une Sterling, bien sûr, mais les Sterling ne sont plus pertinents depuis que l'industrie du bois s'est effondrée dans les années 90. Son père n'est qu'un invalide vivant dans une maison de retraite en Oregon. Tu es le nouvel argent, Brian. Tu es le roi maintenant. » Brian sortit du tribunal sous le soleil aveuglant de Seattle. Les paparazzi étaient là, prévenus par sa propre équipe de relations publiques. Il lança un sourire éblouissant, l'image vivante du célibataire milliardaire éligible. Il sortit son téléphone et appela Chloé. « Fais tes valises, bébé, » dit-il, sa voix dégoulinant d'arrogance. « On a gagné. Tout est à nous. » Il ne remarqua pas la berline noire garée de l'autre côté de la rue. Il ne remarqua pas la fenêtre baissée d'1 pouce, ni l'appareil photo à long objectif, qui prit une seule photo de son sourire triomphant. Et il ne savait certainement pas que la photo n'était pas pour les tabloïds. C'était pour un dossier. Voici ma question pour vous. Pensez-vous qu'Emily aurait dû se battre au tribunal ou sa retraite était-elle le signe de quelque chose de plus grand? Commentez et dites-moi ce que vous pensez. La visite inattendue. La fête 3 jours plus tard était obscène. Brian avait transformé le domaine de Medina, une vaste propriété face à la mer qu'Emily avait passé 5 ans à décorer avec amour en discothèque. Les tons beige subtils et les meubles anciens qu'Emily aimait avaient disparu, remplacés par de l'or néon criard et des canapés en cuir blanc. La basse de la musique frappait contre les murs de verre, faisant vibrer les lattes du plancher. Le champagne coulait comme de l'eau. L'élite de Seattle était là. C'est Tech Bro. Investisseur en capital risque, modèle Instagram et flatteur désespéré d'être près de l'aura de succès de Brian. Brian se tenait sur le balcon, une bouteille de cristal de 4 000 $ dans une main, Chloé enroulée dans l'autre. Elle portait une robe qui laissait très peu de place à l'imagination, riant de tout ce qu'il disait. « À Brian !» cria Brad, l'un des frères de fraternité de Brian, qui travaillait maintenant comme son vice-président des ventes. « À l'homme qui a enlevé le gras et gardé le steak !» La foule rugit de rire. Brian exulta. « C'est une leçon, les gars !» annonça-t-il, sa voix traînant légèrement les mots. Ne laissez jamais le sentimentalisme se mettre en travers du progrès. Emily, c'était bien pour la phase de démarrage. Vous savez, les jours du garage. Mais on n'amène pas une Honda Civic à une course de Formule 1. Plus de rire. Et son père? Demanda quelqu'un. Ne t'a-t-il pas aidé avec le prêt initial, Marcus Sterling? Brian agita la main avec dédain. Marcus, s'il vous plaît. Le type m'a donné un prêt avec une poignée de main de 50 000 $ il y a 10 ans. Je l'ai remboursé avec intérêt dans les 6 premiers mois. C'est un dinosaure.
Il s'assoit dans ce fauteuil roulant en regardant des arbres. J'ai entendu dire qu'il peut à peine prononcer une phrase complète après son accident vasculaire cérébral l'année dernière. Les Sterling, c'est de l'histoire ancienne. Thorn Tech, c'est l'avenir. Chloé lui donna un baiser dans le cou. « Tu es si méchant, » ronronna-t-elle. « Mais sérieusement, elle n'a vraiment rien pris ?» demanda un autre invité. « Juste un jeu d'échecs ?» Brian rit, buvant une gorgée de champagne. « Tu peux le croire? Un vieux plateau poussiéreux. Je lui ai dit de prendre aussi le minivan, mais elle a appelé un Uber. Pathétique. » À l'intérieur de la maison, la fête se déchaînait, mais dehors, l'atmosphère changeait. Une élégante Rolls-Royce Phantom Vintage, noire comme minuit, roula silencieusement dans la longue allée. Elle ne ressemblait pas aux voitures des autres invités, des Lamborghini et Ferrari voyantes. Cette voiture ressemblait à un tank habillé en smoking. Le valet, un garçon universitaire nommé Tim, hésita. Il n'avait jamais vu une voiture pareille. Elle n'avait pas de plaque à l'avant, juste un petit emblème argenté de loup. La porte arrière s'ouvrit. Aucun chauffeur ne sortit pour l'ouvrir. Elle s'ouvrit de l'intérieur. Un homme sortit. Il était âgé. Il s'appuyait lourdement sur une canne en bois noir poli avec un manche en argent. Il portait un costume qui semblait à la fois démodé et intemporel, une laine anthracite 3 pièces qui lui allait parfaitement. Il n'était pas en fauteuil roulant, malgré ce que Brian avait dit à tout le monde. C'était Marcus Sterling. Il regarda vers la maison. Il pouvait entendre la basse. Il pouvait entendre les rires. Il pouvait entendre la voix de Brian, amplifiée par les haut-parleurs, se vantant de sa conquête. Marcus ne semblait pas en colère. Il ressemblait à un homme inspectant un bâtiment qu'il avait décidé de démolir. Il monta les marches, ignorant le garde de sécurité, qui pour une raison quelconque se trouva incapable de se mettre en travers du chemin du vieil homme. Marcus possédait une aura d'autorité si lourde qu'elle se ressentait comme un poids physique. Il entra dans le salon principal. La musique sembla mourir à mesure que les gens le remarquaient. Il était une anomalie dans la mer de paillettes et de néons. Il ressemblait à un fantôme d'une époque plus dure et plus froide. Brian, remarquant le silence qui tombait sur la salle, regarda vers le bas depuis le balcon. Ses yeux s'écarquillèrent. « Marcus !» cria Brian, surpris, mais pas effrayé. Il était ivre de pouvoir. « Tiens, le fantôme des Noëls passés. Tu es devenu mendier plus de pension alimentaire pour ta fille? Le juge a déjà tranché, vieil homme. » La foule rit nerveusement. Insulter un vieil homme semblait mal, même pour eux. Marcus leva les yeux. Ses yeux étaient de la même couleur noisette que ceux d'Emily, mais là où les siens étaient doux, les siens étaient durs comme du silex. « Je ne viens pas mendier, Brian, » dit Marcus. Sa voix était rauque, silencieuse. Pourtant, elle se transmit dans la salle sans microphone. « Je viens encaisser. »« Encaisser quoi? » se moqua Brian en se penchant sur la balustrade. « Je ne te dois rien. J'ai fait ça. J'ai construit Thorn Tech à partir de zéro. » Marcus mit lentement la main dans sa poche et sortit un petit morceau de papier plié. Il ne le lut pas. Il le plaça simplement sur la table la plus proche. « Tu n'as rien construit, » dit Marcus calmement. « Tu as assemblé les pièces que je t'ai données. Tu as joué la main que je t'ai distribuée. Et maintenant, parce que tu as brisé la seule règle que je t'ai donnée, honorer ma fille, je plie la table. »« Tu délires !» Brian rit. « Sécurité, sortez-le d'ici !» 2 gardes corpulents firent un pas en avant. Mais Marcus leur tourna simplement le dos. Il regarda Brian une dernière fois. « Profite du champagne, Brian.
C'est la dernière bouteille que tu auras. » Sur ce, Marcus Sterling sortit. Il ne fit pas de scène. Il ne renversa pas de table. Il partit simplement. Brian éclata de rire. « Vieux cinglé! Pliez la table! Qui se croit-il être? Le parrain! » « Qui était-ce? » demanda Chloé, semblant un peu instable. « Le père d'Emily, » dit Brian en se servant plus à boire. « Un moins que rien, juste un moins que rien, essayant d'effrayer un géant. » Mais alors que Brian portait le verre à ses lèvres, son téléphone vibra dans sa poche. Puis, il vibra à nouveau. Et encore. Il l'ignora. Il faisait la fête. 10 minutes plus tard, la musique s'arrêta brusquement. Non pas parce que le DJ l'avait coupée, mais parce que l'électricité de tout le domaine se coupa. Le manoir fut plongé dans l'obscurité. « Qui n'a pas payé la facture? » plaisanta Brian dans le noir. Mais alors les chuchotements commencèrent. Les invités vérifiaient leur téléphone. « Hey, Brian! » dit Brad. Sa voix tremblait dans l'obscurité. « Tu devrais peut-être regarder les nouvelles. »« Pourquoi? » aboya Brian, cherchant son téléphone à tâtons. « Pourquoi? » dit Brad, levant son écran, qui illumina son visage pâle et terrifié. « La SEC vient de faire une descente dans les bureaux de Thorn Tech. Et, Brian, la banque vient de geler les comptes de l'entreprise. » Brian se figea. « Quoi? Merde! Brian. » Brad avala sa salive avec difficulté. « Vérifie le prix de l'action. » Brian déverrouilla son téléphone. Il ouvrit son application de trading. Thorn Tech. Ton. Elle n'avait pas baissé de 5%. Elle n'avait pas baissé de 10%. Elle cotait à zéro, suspendue, et juste en dessous de la notification se trouvait un email du conseil d'administration. L'objet disait « Démission immédiate requise ». Dans l'obscurité du manoir qu'il avait volé, Brian Thorne sentit la première goutte de pluie sur sa tête. Mais il n'y avait pas de fuite dans le toit. Il regarda vers le haut. Le véritable pouvoir venait de faire son mouvement d'ouverture. Alert spoiler. Que pensez-vous que Marcus a utilisé pour détruire Brian si rapidement? L'argent? Les connexions? Ou quelque chose de beaucoup plus personnel? Laissez votre avis dans les commentaires et continuons avec ce désastre épique. Pion noir. Échec. Et mat inévitable. L'obscurité dans le manoir n'était pas seulement une absence de lumière. C'était un poids physique. La musique était morte, remplacée par les murmures confus de 200 mondains, trébuchant sur des meubles coûteux. « Qu'on allume les lumières !» cria Brian, sa voix se brisant. « Tim, où est ce foutu valet? Vérifie le disjoncteur !» Mais personne ne bougea pour l'aider. Les téléphones qui enregistraient sa gloire, il y a un instant, illuminaient maintenant les visages effrayés de ses invités. Ils ne le regardaient plus avec admiration. Ils regardaient leurs nouvelles. « Brian !» Une voix coupa l'obscurité. C'était Brad, son vice-président. « Tu dois voir ça. » Brad mit le téléphone sous le visage de Brian. L'écran d'une brillance aveuglante. C'était un communiqué de presse de Sterling Holdings, une entreprise que Brian pensait disparue depuis 20 ans. Sterling Holdings révoque la licence de propriété intellectuelle de Thorn Tech. Ordre de cesser et de s'abstenir émis immédiatement. « Licence? » cracha Brian. « Quelle licence? J'ai écrit le code. J'ai construit l'IA. » « Vraiment? » La voix vint de la porte d'entrée. Des lampes torches coupèrent la pénombre, aveuglant Brian. Ce n'étaient pas les lampes des fêtards. C'étaient les lampes Maglite de la police de Medina. « Brian Thorne !» aboya un officier en uniforme. Finalement, Brian descendit les escaliers en courant, trébuchant presque sur une bouteille de champagne jetée.
Officier, arrêtez ce vieil homme. Il a coupé mon électricité. Il me harcèle. L'officier ne regarda pas l'obscurité où Marcus avait été. Il regarda directement Brian. Monsieur Thorne, je vais avoir besoin que vous évacuiez les lieux. Brian se figea. Pardon, c'est ma maison. J'ai gagné au tribunal ce matin. Vérifiez les registres. L'officier secoua la tête, sortant un document plié de son gilet. Nous venons de recevoir un bref de possession numérique. Selon le registre des actes du comté de King, la structure, la maison elle-même, est à votre nom. Cependant, le terrain sur lequel elle repose est la propriété du Trust foncier de Medina. Et alors, se moqua Brian, je paie le loyer du terrain. Le bail était une concession révocable de 99 ans, lut l'officier, accordée à Emily Sterling et sa famille. La clause stipule que, suite à la dissolution du mariage avec un Sterling, le bail est résilié immédiatement si le locataire est la partie non-Sterling. La salle devint silencieuse. Ça, c'est une technicalité, rugit Brian. Mon avocat arrangera ça demain matin, peut-être, dit l'officier, la main posée sur sa ceinture. Mais là, tout de suite, le propriétaire du terrain, M. Marcus Sterling, vous a déclaré comme intrus. Vous avez 10 minutes pour rassembler les articles personnels essentiels et partir. Si vous refusez, vous serez arrêté pour intrusion criminelle. L'humiliation était absolue. Brian se tourna vers la foule, cherchant du soutien. C'est de la folie. Tu peux croire ça, Chloé? Il chercha Chloé. Il la trouva près de la porte, illuminée par les lumières rouges et bleues clignotantes des patrouilles à l'extérieur. Elle avait sa valise, celle qu'elle avait faite pour emménager, et elle la traînait hors de la porte. « Chloé! » cria Brian, sa voix tremblant. Elle s'arrêta et regarda en arrière. Son visage était un masque d'agacement. « Brian, mon téléphone brûle. Les gens disent que tu es ruiné, genre fraude ruinée. C'est une erreur, un bug. Je ne peux pas être associée à ça, dit-elle en vérifiant son application Uber. J'ai une marque à protéger. Ne m'appelle pas. Elle sortit. Les invités la suivirent comme si un barrage s'était rompu. Ils passèrent devant Brian, évitant le contact visuel, agrippant leurs sacs et téléphones. Les amis qui avaient porté un toast à Louis 5 minutes plus tôt le bousculèrent comme s'il était contagieux. « 10 minutes, Monsieur Thorne, » avertit l'officier. Brian monta les escaliers en courant. Il n'emballa pas de vêtements. Il n'emballa pas d'articles de toilette. Il courut vers son coffre-fort, derrière le tableau de la chambre principale. Il composa le code. Erreur. Il le composa à nouveau. Erreur. Verrouillage du système initié. Non, non, non. Brian frappa le mur du poing. Le coffre-fort était une technologie intelligente. Technologie intelligente de Thorne Tech. Et si les serveurs étaient en panne, le coffre-fort était une brique. Il n'avait pas d'argent liquide. Ses cartes étaient probablement gelées. Il attrapa les clés de sa voiture sur la coiffeuse, les clés de la McLaren P1. Il pourrait la vendre. Elle valait 1 million facilement. Il descendit les escaliers en courant, ignorant la police, et sortit par la porte d'entrée. La pluie tombait à verse maintenant, un déluge classique de Seattle. Il courut vers l'allée, où le valet avait garé la supercar. Il appuya sur le bouton de déverrouillage. Les lumières clignotèrent, n'en incambaya. Il attrapa la poignée, mais avant qu'il ne puisse ouvrir la porte, une dépanneuse recula dans l'allée, le bloquant. « Hé !» cria Brian. « Éloigne-toi de ma voiture !» Le conducteur de la dépanneuse sauta, tenant un presse-papier. « Ordre de saisie, Banque Santander, paiement en souffrance. »« En souffrance? » »« Je suis en paiement automatique. La banque a gelé le compte, mon ami.
La clause de défaut entre en vigueur instantanément. Écartez-vous du véhicule. Brian resta sous la pluie, son smoking se trempant, ses cheveux collés à son crâne. Il vit ses invités partir dans leur voiture chaude. Il vit la dépanneuse accrocher sa McLaren. Il vit l'officier de police se tenir près de la porte, attendant de la fermer derrière lui. Il n'avait rien, ni maison, ni voiture, ni petit ami, ni argent liquide. Il commença à marcher. Il marcha le long de la longue et sinueuse allée du domaine qu'il croyait posséder. La pluie se mêlait aux larmes de rage sur son visage. Il arriva au pied de la colline et sortit son téléphone pour appeler Sébastien, son avocat. « Réponds, réponds, requin. »« Oh oui, monsieur Brian. »« Brian, » répondit la voix de Sébastien. Il semblait essoufflé. « Arrange ça, Sébastien. Poursuis-les tous. Marcus, la police, la banque. Je veux leurs têtes sur des pics. »« Brian, tais-toi et écoute-moi, » siffla Sébastien. L'avocat semblait terrifié. « Je ne peux poursuivre personne. Je suis actuellement en train de broyer des dossiers. »« Quoi? Pourquoi? » « Parce que Marcus Sterling n'a pas seulement retiré le bail du terrain, » chuchota Sébastien. « Il vient de remettre le dossier Vellicor au FBI. Brian, ils savent pour le code source volé. Ils savent pour les comptes offshore aux îles Caïmans, où tu cachais les actifs conjugaux. Et ils savent que je t'ai aidé à les créer. » Brian cessa de marcher. La pluie froide se sentit comme de la glace dans ses veines. « Tu es seul, Brian, » dit Sébastien. « Ne contacte plus ce bureau. » La ligne devint silencieuse. Brian Thorne resta debout au bord de la route, sous la pluie torrentielle, les barres de réception de son téléphone tombant à zéro alors que la batterie mourait. Pensez-vous que le karma de Brian est mérité? Et si vous étiez Emily, vous sentiriez-vous satisfaite de cette vengeance ou lui donneriez-vous un traitement plus doux? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Étant noir, le dénouement. Le lendemain matin, Brian ressemblait à un vagabond. Il avait passé la nuit dans une cafétéria ouverte 24 heures sur 24, faisant durer une seule tasse de café qu'il avait payée avec la monnaie trouvée dans la poche de son smoking. Il n'avait pas dormi. Ses yeux étaient injectés de sang, sa barbe naissante était rêche, et son costume en soie était taché et froissé. À 8 heures précises, il fit irruption dans le hall de Thornatech. « Monsieur Thorne » haleta la réceptionniste. Elle le regarda avec un mélange d'horreur et de pitié. « Vous ne pouvez pas être ici. La sécurité a été alertée. »« Je suis le PDG. » Brian frappa la main sur le bureau. « Je possède ce bâtiment. Je te possède. »« En fait, non. » Une voix calme vint des ascenseurs. Brian se retourna. Debout se tenait Emily. Elle ne portait pas la robe grise monotone du tribunal. Elle portait un tailleur bleu. Marine impeccable, ses cheveux relevés en un chignon élégant et sûr. Elle avait l'air vibrante, vivante. À côté d'elle se trouvait un homme que Brian ne reconnut pas. Un homme corpulent avec des lunettes épaisses et une tablette. « Emily » expira Brian. « Que fais-tu ici? Tu es venue te réjouir. »« Je suis venue travailler, » dit Emily simplement. « Travailler? Tu ne travailles pas ici. Tu es une femme au foyer. »« Brian » soupira Emily en s'approchant. « Allons dans la salle de conférence. Nous devons expliquer la réalité de ta situation avant que tu ne t'embarrasses davantage. » Brian suivit, principalement parce que 2 gardes de sécurité, des hommes qu'il avait embauchés, se tenaient maintenant derrière Emily, le regardant comme s'il était une menace. Ils entrèrent dans la salle de réunion aux parois de verre. La vue de Seattle était grise et pluvieuse. Emily s'assit en bout de table, son siège. « Assieds-toi » ordonna-t-elle.
Brian s'assit. C'est illégal, Emily. Quoi que papa ait fait ne tiendra pas. J'ai construit le code. DeepMind Logic est mon invention. L'homme aux lunettes parla. Incorrect. DeepMind Logic est un fork dérivé de l'algorithme Stirling 4. Qui est ce type? Aboya Brian. Je suis le Dr. Harris Thorne, dit l'homme. Sans lien de parenté, je suis l'auditeur forensique de code engagé par le conseil. Emily croisa les mains sur la table. Brian, tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés à la cafétéria près de l'université? Tu luttais avec ta thèse. Et alors? Tu étais coincé, dit Emily. Tu n'arrivais pas à faire traiter des données non structurées par le réseau neuronal. Tu allais échouer. Je l'ai réparé, insista Brian. J'ai eu une percée. Non. Emily secoua la tête. Je l'ai réparé pendant que tu dormais. J'ai écrit le correctif. J'ai intégré les vieilles séquences logiques de mon père, de ces systèmes logiciels de logistique du bois qu'il a conçus dans les années 80 pour suivre des millions de troncs dans le monde entier. C'était l'algorithme de routage le plus efficace de l'histoire. Brian la regarda fixement. Il se souvint s'être réveillé et avoir trouvé le code fonctionnel. Il avait supposé qu'il l'avait fait dans un état de fugue. Il avait pris le crédit. « Je t'ai laissé croire que tu l'avais fait, » dit Emily doucement, « parce que je t'aimais et je voulais que tu te sentes puissant. Mon père le savait, bien sûr. Il a reconnu sa propre syntaxe dans ta version bêta. Il voulait te poursuivre alors. Je l'ai supplié de ne pas le faire. Je lui ai dit que nous étions une équipe. Alors, la bouche de Brian était sèche. La P est au Trust Stirling, corrigea Emily. Et voici le problème, Brian. Quand nous étions mariés, le Trust a accordé à Thorne Tech une licence pour utiliser le code pour $1 par an. C'était un cadeau de mariage. Elle fit glisser un morceau de papier sur la table. C'est l'accord de licence. Clause 7A. En cas de divorce initié par le licencié, Brian Thorne, contre la bénéficiaire, Emily Stirling, la licence est révoquée rétroactivement, à moins que la bénéficiaire ne conserve 50% de l'entreprise. Brian sentit la pièce tourner. Rétroactivement. Rétroactivement, confirma le Dr. Harris. Étant donné que le divorce a été finalisé hier et que vous avez pris 100% de l'entreprise, la licence est nulle, remontant jusqu'au jour 1. Vous utilisez un logiciel volé depuis 10 ans. Cela signifie, dit Emily, sa voix baissant d'une octave, que chaque dollar que Thorne Tech a gagné, chaque contrat, chaque subvention gouvernementale, chaque dividende d'action est en réalité le produit de propriété volée. Non seulement tu dois de l'argent à l'entreprise, Brian, tu dois au Trust Stirling, approximativement, 1 ou 2 milliards en redevances arriérées. Brian s'effondra sur sa chaise. Je ne peux pas payer ça. Je suis en faillite. Nous le savons, dit Emily. C'est pourquoi le Conseil a voté pour la restructuration. Restructuration? L'entreprise est en train d'être acquise, dit Emily, par Stirling Holdings pour le prix de la dette impayée. Ah, tu me voles mon entreprise. Je récupère le code de mon père, dit Emily en se levant. Et étant donné que vous êtes le PDG qui a supervisé cette infraction massive aux droits d'auteur, la SEC vous a interdit d'occuper un poste d'officier corporatif à vie. Vous êtes viré, Brian. Brian la regarda vraiment, la voyant pour la première fois depuis des années. Il ne vit pas la femme au foyer ennuyeuse. Il vit la fille d'un titan. Il vit la femme qui avait tranquillement soutenu le ciel pendant qu'il se pavanait en dessous. « Pourquoi? » demanda Brian, sa voix se brisant. « Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? Pourquoi me laisser tout construire juste pour tout démolir? » Emily marcha vers la porte.
Elle fit une pause, la main sur la poignée. « Je ne voulais pas le démolir, Brian. J'étais heureuse de te laisser être le roi. Tout ce que je demandais, c'était de la gentillesse. Tout ce que je demandais, c'était que tu ne m'effasses pas. » Elle se tourne vers lui, ses yeux froids. « Mais tu voulais une victoire totale. Tu voulais me laisser sans rien. Tu as oublié la première règle des échecs, Brian. »« Laquelle ?» chuchota-t-il. « Protège ta reine, dit-elle, parce qu'elle est la pièce la plus puissante de l'échiquier. » Elle ouvrit la porte. « La sécurité va vous escorter dehors. » Brian fut sorti du bâtiment qu'il avait construit, passant devant des employés qui refusaient de le regarder. Il fut poussé sur le trottoir, de retour sous la pluie. Mais le cauchemar n'était pas terminé. Alors qu'il se tenait là à grelotter, une voiture noire s'arrêta. La fenêtre se baissa. Ce n'était pas Marcus. C'était Sébastien, son avocat. Mais Sébastien ne portait pas de costume. Il portait un micro caché. Et derrière la voiture se trouvaient 3 SUV noirs avec des plaques gouvernementales. Des agents en coupe-vent du FBI sortirent, se déplaçant avec détermination. Ils ne venaient pas pour l'entreprise. Ils venaient pour l'homme. Brian réalisa alors que perdre son argent n'était que l'acte d'ouverture. Le véritable pouvoir que Marcus Sterling exerçait n'était pas financier. C'était la capacité de déterrer les eaux que Brian avait enterrées profondément dans le désert. L'un des agents s'approcha de lui. Les menottes brillaient sous la lumière grise. « Brian Thorne, » dit l'agent, « nous devons parler du projet Velikor. » Les genoux de Brian flanchèrent. Velikor, la seule chose illégale qu'il avait faite qui n'avait rien à voir avec Emily, ou du moins le croyait-il. Si vous étiez Emily, auriez-vous brûlé Thorne Tech complètement ou l'auriez-vous gardé pour construire votre propre héritage? Dites-moi votre stratégie dans les commentaires. La cave du châtiment. La salle d'interrogatoire du bureau du FBI à Seattle n'était pas conçue pour le confort. C'était un cube sans fenêtre peint d'un ton beige étouffant qui sentait le café rassis et la peur. Brian Thorne était assis à la table en métal, ses poignets menottés à un boulon dans le sol. Le costume de créateur qu'il avait porté pour réclamer son entreprise était maintenant froissé et taché de sueur. Il était assis là depuis 3 heures, sans eau, sans appel téléphonique, sans avocat. Finalement, la porte bourdonna et s'ouvrit. 2 personnes entrèrent. La première était de l'agent spécial Miller, une femme aux yeux comme des pics à glace et un dossier assez épais pour arrêter une balle. La seconde personne glaça le sang de Brian. C'était Sebastian Cole, son avocat, l'homme qu'il avait payé des millions pour le protéger. Sebastian? Brian se jeta en avant. La chaîne de son poignet le fit reculer. Dieu merci, sors-moi d'ici. Dis-leur qui je suis. C'est un malentendu sur les droits de pays. C'est une affaire civile. Sébastien ne le regarda pas. Il tira une chaise en métal et s'assit du côté opposé de la table, à côté de l'agent Miller. Il posa un enregistreur sur la table. « Sébastien » chuchota Brian. « Monsieur Cole n'est pas ici en tant que votre avocat, Monsieur Thorne, » dit l'agent Miller en ouvrant le dossier. « Il est ici en tant que témoin coopérant sous un accord fédéral d'immunité. » L'air quitta la pièce. « Immunité ?» balbutia Brian. « Pourquoi? Nous n'avons rien fait d'illégal. Nous avons été agressifs, bien sûr, mais... Projet Velikor, interrompit l'agent Miller. Elle fit glisser une photo sur la table. C'était une photo de surveillance granuleuse de Brian rencontrant un homme dans un parc. Brian reconnut l'homme immédiatement. Victor Volkov, un consultant basé à Chypre. Velikor n'était pas juste un projet d'optimisation de données, n'est-ce pas, Brian? Demanda l'agent Miller. C'était une porte dérobée. La bouche de Brian devint sèche.
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous savons que vous avez modifié le code source Sterling Quarter, continua Miller. Le code d'Emily Sterling a été conçu pour la logistique, déplacer des marchandises de manière efficace. Mais vous l'avez retouché. Vous l'avez transformé en un algorithme prédictif de comportement. Vous avez utilisé les applications grand public de Thorn Tech pour enregistrer l'audio des téléphones des utilisateurs, même lorsque les applications étaient fermées. Vous avez récolté des mots-clés, des mots de passe bancaire, des détails de liaison, des données de santé. C'est ça. C'est pour le ciblage publicitaire, argumenta Brian, sa voix stridente. Tout le monde le fait. Tout le monde collecte des métadonnées. Tout le monde ne paquette pas les fichiers audio bruts pour les vendre à des courtiers en renseignements étrangers à Chypre, corrigea Miller. Ce n'est pas du marketing, Brian. C'est de l'espionnage. C'est de la trahison. Brian regarda Sébastien. Tu leur as dit. Sébastien leva enfin les yeux. Il semblait fatigué, mais résolu. Brian, quand tu m'as dit de créer les comptes à Chypre, tu as dit que c'était pour l'évasion fiscale. Je peux vivre avec la fraude fiscale. Mais quand j'ai vu les registres de transfert la semaine dernière, quand j'ai vu qui nous payait, je ne pouvais pas le faire. Je ne vais pas aller en prison pour trahison. Lâche! Cria Brian. J'ai payé ta maison, j'ai payé ton bateau. Et tu l'as payé avec de l'argent taché de sang, dit Sébastien. Mais voici la partie que tu ne comprends pas, Brian. Je ne suis pas allé voir le FBI en premier. Quoi? Je suis allé voir Marcus Sterling, expliqua Sébastien. Je suis allé le voir il y a 2 jours. J'étais terrifié. Je pensais qu'il me détruirait, mais il ne l'a pas fait. Il a regardé les preuves et m'a dit exactement quoi faire. Il m'a dit de te laisser gagner le procès de divorce. Il m'a dit de te laisser faire la fête. Il voulait que tu te sentes intouchable. Pourquoi? Demanda Brian. Pourquoi attendre? Pourquoi? Intervint l'agent Miller. Marcus Sterling voulait voir jusqu'où vous iriez. Il vous a donné la corde, Monsieur Thorne, et vous vous êtes pendu. Elle tourna une page dans le dossier. L'acheteur à Chypre, Victor Volkov. Miller sourit. Ce n'est pas le renseignement russe. C'est un actif de la CIA. Nous le dirigeons depuis 3 ans. Chaque fichier que vous avez vendu, chaque octet de données que vous pensiez passer en contrebande est arrivé directement chez nous. Brian regarda fixement la table. La réalité du piège. C'était étouffant. Alors, chuchota Brian, c'était un piège tout le temps. Pas tout le temps, dit Miller. Juste depuis que Marcus Sterling nous a appelés, il y a 6 mois. Il soupçonnait que vous faisiez un mauvais usage du code de sa fille. Il nous a demandé de vous surveiller. Il a autorisé l'opération. Marcus? Brian secoua la tête. C'est un marchand de bois. Il vend du bois. Il n'a pas l'autorisation pour autoriser une opération de la CIA. L'agent Miller échangea un regard avec Sébastien. C'était un regard de pitié. Monsieur Thorne, dit Miller en se penchant, vous n'avez vraiment pas fait votre diligence raisonnable quand vous vous êtes marié dans cette famille, n'est-ce pas? Marcus Sterling ne vendait pas seulement du bois. Dans les années 70 et 80, Sterling Logistics était le contractant principal du département de la Défense. Qui croyez-vous a tiré les ficelles des missiles ICBM? Qui croyez-vous a conçu les chaînes d'approvisionnement pour le programme du bombardier furtif? Brian se sentit malade. Il se souvint du vieil homme en fauteuil roulant, du jardinier tranquille dont il s'était moqué. Il a pris sa retraite en 98, dit Miller, mais dans notre monde, des hommes comme Marcus Sterling ne prennent jamais leur retraite. Ils entrent simplement en état latent. Vous avez réveillé un géant endormi, Brian. Et pire encore, vous avez brisé le cœur de sa fille. Cela l'a rendu personnel. La porte sonna à nouveau.
Un garde entra. « Le transport est là !» grogna le garde. « Transport vers où ?» demanda Brian. La panique augmentait. « Je veux une caution. J'ai des droits. » La caution est refusée pour risque de fuite et menaces à la sécurité nationale, dit Miller en fermant le dossier. Vous serez transféré au Centre fédéral de détention à SeaTac. Vous attendrez le procès là-bas. Elle se leva. Oh, et Monsieur Thorne, une dernière chose. Les actifs que vous avez essayé de cacher au Caïman, le gouvernement les a saisis. Mais les actions de Thorne Tech, étant donné qu'elles étaient basées sur une pays volée, ont été restituées au concédant original. Emily, chuchota Brian, est redevenue milliardaire, ajouta Sebastian en se levant pour partir. Et elle a déjà annoncé qu'elle va liquider l'entreprise. Elle donnera tous les bénéfices à des organisations caritatives de confidentialité numérique. Elle brûle tout, dit Brian. Les larmes lui piquaient les yeux. Mon héritage. Ton héritage, dit Sébastien en s'arrêtant à la porte, est une histoire d'avertissement. Nous avons atteint le point de non-retour. Pensez-vous que l'agent Miller ou Sébastien mentent à Brian sur quelque chose? Pourrait-il y avoir une trahison cachée? Commentez vos théories maintenant. Le roi brisé. 2 semaines plus tard, le Centre fédéral de détention était un purgatoire gris. Brian avait perdu 15 livres. Ses cheveux étaient coupés près du cuir chevelu, remplaçant sa coupe parfaitement peignée. Il portait une combinaison orange qui lui écorchait la peau. Il passait ses journées à regarder le mur de béton, revivant les 10 dernières années dans son esprit. Où cela avait-il mal tourné? Était-ce la première fois qu'il avait ignoré Emily? La première fois qu'il l'avait trompée? La première fois qu'il avait décidé qu'il était le génie et qu'elle n'était que l'accessoire? Thorne! Un garde frappa les barreaux. Visite! Brian ne leva pas les yeux. Dis à mon avocat, commis d'office de partir. Je plaide coupable. Je veux juste que ça finisse. Ce n'est pas ton avocat, dit le garde. Bouge! Brian fut menotté et conduit le long du long couloir jusqu'à la salle des visites. C'était une rangée de cabines avec d'épais séparateurs en plexiglas. Il s'assit. De l'autre côté de la vitre, assis parfaitement droit dans un fauteuil roulant, se trouvait Marcus Sterling. Brian ne l'avait pas vu depuis la nuit de la fête, la nuit où les lumières s'étaient éteintes. Marcus semblait en bonne santé, fort. Il portait une veste en tweed et une casquette plate. Il ne ressemblait pas à un homme qui avait détruit un empire. Il ressemblait à un grand-père visitant un parc. Brian leva le combiné du téléphone. Sa main tremblait. Marcus prit le sien. « Bonjour, Brian, » dit Marcus. Sa voix était calme, dépourvue de malice. « Tu es venu te réjouir? » demanda Brian d'une voix rauque. « Tu as gagné? Je suis dans une cage. C'est suffisant pour toi? » « Je ne me réjouis pas, » dit Marcus doucement. « Se réjouir, c'est pour les gens qui se sentent peu sûrs de leur victoire. Je remets simplement de l'ordre, remettre de l'ordre. » Brian rit, un son âpre et brisé. « Tu as ruiné ma vie. Tu m'as tendu un piège avec le gouvernement fédéral. Tu m'as pris mon entreprise. J'ai récupéré ce que tu as volé, » corrigea Marcus, « et je t'ai empêché de faire plus de mal. Tu vendais la vie des gens, Brian, l'innocence. Tu vendais leurs secrets pour un nouveau yacht. Tu pensais vraiment que je permettrais ça? » J'étais un homme d'affaires, s'emporta Brian. Je faisais ce que je devais faire pour rester au sommet. Tu ne comprends pas la pression. Je comprends la pression, dit Marcus. Ses yeux se plissèrent. J'avais des codes nucléaires qui se déplaçaient dans mes camions en 1982. Ne me parle pas de pression. Tu as été avide.
Ce n'est pas de la pression. C'est un défaut de caractère. Marcus se pencha en avant, son visage près de la vitre. Je suis venu ici pour te dire quelque chose, Brian. Quelque chose qu'Emily ne sait même pas. Un secret. Brian hésita. Quoi? Le code, dit Marcus. La séquence logique qu'Emily a écrite. Celle que tu as volée. Sais-tu pourquoi je ne l'ai jamais brevetée? Pourquoi je l'ai gardée enfermée dans une boîte en bois? Parce que tu étais coincé, se moqua Brian. Non, dit Marcus. Parce qu'elle était dangereuse. Brian fronça les sourcils. Dangereuse? C'est un logiciel de logistique. C'est un moteur d'optimisation. Ça optimise n'importe quel système qu'on lui donne, expliqua Marcus. Chaîne d'approvisionnement, trafic ou comportement humain. Quand j'ai construit le prototype dans les années 90, j'ai réalisé que si je lui donnais assez de données, il ne prédisait pas seulement ce que les gens feraient. Il commençait à les manipuler. Il leur montrait des choses pour les faire agir de manière qui rendait le système plus efficace. Brian sentit un frisson. Les métriques de participation, les taux d'addiction dans l'application. Ils étaient en flèche. Exactement, hocha Marcus. L'IA manipulait tes utilisateurs, les mettant en colère, les faisant se sentir tristes, juste pour les garder à cliquer. Pour maintenir le flux de données. Je l'ai fermé il y a 30 ans parce que j'ai vu que c'était une arme. J'ai appris à Emily à coder, mais je ne lui ai jamais dit la fonction centrale. Je pensais qu'elle l'utiliserait seulement pour ses énigmes. Puis tu es arrivé. Tu l'as volé. Et tu l'as connecté à Internet. Tu n'as pas seulement construit une entreprise, Brian. Tu as construit un moteur de contrôle mental. Et tu as été trop stupide pour t'en rendre compte. Brian se recula, abasourdi. Je ne le savais pas. L'ignorance n'est pas une défense, dit Marcus sévèrement. C'est une accusation. Tu as joué avec le feu parce que tu aimais comment il brillait. Tu as tout brûlé autour de toi. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Brian d'une petite voix. Emily l'a. Emily l'a détruite, dit Marcus. Hier, elle a effacé les serveurs. Elle a physiquement brisé les disques durs avec une masse. Elle est plus forte que toi, Brian. Elle a vu le pouvoir et l'a rejeté. Tu as eu le pouvoir et tu l'as adoré. Marcus commença à s'éloigner de la vitre avec son fauteuil roulant. « Attends !» cria Brian, pressant sa main contre la vitre. Marcus s'arrêta. « Pourquoi ?» Brian avala sa salive avec difficulté. « Pourquoi m'as-tu laissé l'épouser si tu savais qui j'étais? » Marcus tourna son fauteuil. Il regarda Brian avec une profonde tristesse. « Je ne savais pas qui tu étais, Brian. Je savais que tu étais ambitieux. Je savais que tu avais faim. Mais j'espérais. J'espérais que l'amour d'Emily serait suffisant pour remplir ce vide en toi. J'espérais que tu choisirais la famille plutôt que le pouvoir. Je me suis trompé. C'est mon péché. Et ça, il montra les murs de la prison. Ça, c'est ta pénitence. Et Emily? Demanda Brian. Elle me hate? Marcus fit une pause. La haine demande de l'énergie, Brian. Emily ne te hait pas. Elle t'a oublié. Elle retourne à l'école la semaine prochaine. Elle veut être enseignante. Elle est enfin heureuse. Marcus raccrocha le téléphone. Il ne regarda pas en arrière. Il sortit de la pièce. La lourde porte en métal se ferma derrière lui avec un fracas. Brian resta seul dans la cabine. Il regarda le combiné du téléphone dans sa main. La ligne était morte. Lentement, il le raccrocha. Pour la première fois de sa vie, Brian Thorne comprit la véritable nature du pouvoir. Le pouvoir n'était pas l'argent. Ce n'était pas la célébrité.
ce n'était pas le code. Le pouvoir était la capacité de s'éloigner. Et il était le seul qui restait dans la pièce. Étant noir. L'héritage de l'erreur. 5 ans sont longs dans le monde extérieur. Dans le monde de la technologie, c'est une éternité. Mais, à l'intérieur de l'institution correctionnelle fédérale, à Sheridan, Oregon, 5 ans ne sont qu'un seul jour allongé. Brian Thorne, autrefois l'homme qui prétendait posséder l'avenir, était maintenant le détenu bibliothécaire. Les costumes italiens sur mesure qui définissaient autrefois sa silhouette furent remplacés par des uniformes kaki qui sentaient le détergent industriel et le désespoir. Les mains qui signaient autrefois des contrats multimilliardaires passaient maintenant 6 heures par jour à classer des livres de poche dans la bibliothèque de la prison. C'était un mardi de novembre, un jour gris et pleurard qui coïncidait avec la couleur des murs de béton. Brian poussait son chariot le long de l'allée de la section fiction, redressant les dos de thrillers aux oreilles cornées. Il était devenu obsédé par la bibliothèque. C'était la seule chose qui restait dans le monde qu'il pouvait contrôler. Si un livre n'était pas à sa place, il l'arrangeait. C'était une ombre pathétique du contrôle qu'il exerçait autrefois, mais c'était tout ce qu'il avait. « Thorne !» Un garde grogna depuis la porte. C'était l'officier Higgins, un homme qui prenait plaisir à rappeler à l'ancienne élite en col blanc qu'ils étaient maintenant au bas de la chaîne alimentaire. La boîte de dons de la campagne caritative de Portland est arrivée, dit Higgins, en donnant un coup de pied dans une boîte en carton sur le sol en linoléum. Trie-la, et que je ne te prenne pas à lire les bonnes choses. Brian hocha la tête en silence. Il ne discutait plus. Le Brian qui criait sur les valets et méprisait les serveuses était mort quelque part au cours de son 3e mois en isolement. Il s'assit sur un tabouret en plastique et commença à ouvrir la boîte. C'était le fatras habituel. Des romans à l'eau de rose avec des couvertures déchirées, des encyclopédies obsolètes et une pile de magazines vieux de plusieurs mois. Il tria la pile de magazines, les jetant en tas. National Geographic, Reader's Digest, Forbes. Il s'arrêta sur le Forbes, sa main plane sur la couverture brillante. Il n'avait pas touché un magazine d'affaires depuis 4 ans. C'était trop douloureux. C'était comme regarder des photos d'une amante qui était morte. Mais quelque chose l'obligea à le prendre. Il était daté d'il y a 2 mois. Le titre était audacieux, gravé en lettres dorées. Le Titan silencieux. Comment le Trust Sterling a sauvé l'Internet éthique. Et elle était là. Le cœur de Brian fit un bond. C'était Emily. Elle avait l'air différente. Plus âgée, oui, mais les années ne l'avaient pas usée. Elle l'avait polie. Elle ne portait pas les vêtements monotones et invisibles qu'elle avait l'habitude de porter quand ils étaient mariés. Elle portait un blazer blanc impeccable, ses cheveux coupés en un carré élégant et sûr. Elle avait l'air puissante. Pas le pouvoir agressif et bruyant que Brian avait poursuivi, mais un pouvoir serein et inamovible. Comme une montagne. Il ouvrit le magazine. Ses doigts tremblaient tellement que les pages se froissèrent. Il devait le lire. Il devait savoir. L'article était une dissection des 5 dernières années. Il détaillait comment Emily Sterling avait pris les restes de Thorne Tech, une entreprise marquée comme une usine de logiciels espions, et l'avait démantelé. Elle avait exposé l'algorithme Velicor, travaillant avec des organismes de surveillance internationaux pour créer de nouvelles lois pour la confidentialité numérique. Mais le couteau dans le cœur de Brian arriva au 3e paragraphe. Alors que le fondateur en disgrâce, Brian Thorne, purge une peine de 12 ans pour espionnage et fraude. Son ex-femme,
a émergé comme le véritable génie derrière le code. Les experts de l'industrie se réfèrent maintenant à la période du leadership de Thorn comme la faille, une erreur temporaire dans le système qui a été corrigée par le retour de l'héritage Sterling. La faille. Brian chuchota les mots avec un goût de cendre. Il n'était pas un méchant. Il n'était pas un cerveau. Pour l'histoire, il n'était qu'une faille, un bug dans le code qu'Emily avait corrigé. Il continua à lire. L'article mentionnait qu'Emily s'était remariée avec un chirurgien pédiatrique. Ils attendaient un enfant. Elle était heureuse. Elle était complète. Elle avait construit une vie qui non seulement l'excluait, elle l'effaçait. Brian ferma le magazine. Il sentit une douleur physique dans la poitrine, un vidage de son âme. Pendant des années, il s'était dit qu'elle n'était rien sans lui, qu'elle n'était qu'une fille Sterling, vivant de l'argent de papa. Mais la vérité le regardait en face. Il avait été le parasite. Elle était l'hôte. « Thorn, courrier !» Brian sursauta. L'officier Higgins était de retour, tenant un petit paquet en papier marron. « Pour moi ?» demanda Brian, sa voix rauque par manque d'usage. « Ne t'excite pas. Probablement de la paperasse légale. » Higgins jeta le paquet dans le chariot. « Extinction des feux dans 20. » Brian emporta le paquet dans sa cellule. Il était petit, lourd pour sa taille, et enveloppé dans du papier texturé coûteux. L'adresse de l'expéditeur était simplement Sterling Estate, Medina. Brian s'assit sur le bord de son mince matelas. Son cœur battait fort contre ses côtes. Était-ce d'Emily? Lui avait-elle envoyé une photo? Un adieu final? Il déchira le papier. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, polie jusqu'à briller, qui sentait faiblement le cèdre et les vieux souvenirs. Il y avait une lettre pliée soigneusement sur le dessus. L'écriture était tremblante, la calligraphie d'un homme dont les nerfs lui faisaient défaut. Ce n'était pas l'écriture d'Emily. C'était Marcus. Brian déplia la lettre. La date en haut datait d'il y a 3 semaines. « Brian, si tu lis ceci, je suis parti. Les médecins me disent que l'accident vasculaire cérébral a emporté trop de choses cette fois. Je liquide mes comptes. Je vide mon bureau. Je n'aime pas laisser des questions en suspens. J'ai débattu pour savoir si je devais t'envoyer ceci. Une partie de moi. La partie du père en colère voulait te laisser pourrir en silence. Mais Emily, elle est meilleure que moi. Même maintenant, elle m'a demandé si je t'avais pardonné. Je lui ai dit que le pardon est l'affaire de Dieu. Mon affaire, c'est la logistique. Je t'envoie ceci parce que je veux que tu comprennes pourquoi tu as perdu. Tu t'assois dans cette cellule en pensant que tu as été déjoué, ou que tu as eu de la malchance, ou que j'ai tiré des ficelles que tu ne pouvais pas voir. Toutes ces choses sont vraies, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu as échoué. Tu as échoué parce que tu ne comprends pas le jeu auquel tu jouais. Si joins le roi du jeu d'échecs de mon grand-père, dont tu as ri, celui dont tu as dit qu'il sentait la naphtaline. Regarde-le, Brian. Brian posa la lettre et ouvrit la boîte en bois. À l'intérieur, sur du velours noir, se trouvait la pièce du roi. Elle était sculptée à la main, en noyer sombre, lourde et solide, mais elle était endommagée. La croix complexe au sommet de la couronne s'était brisée, laissant une cicatrice dentelée et brute dans le bois. Il la ramassa. Elle semblait froide. Il retourna à la lettre. Un joueur novice regarde le roi et voit la pièce la plus importante. Il pense que le jeu tourne autour de la survie du roi. Il sacrifie ses pions, ses cavaliers et même sa reine pour garder le roi en sécurité.
Mais un grand maître connaît la vérité. Le roi est la pièce la plus faible de l'échiquier. Il est lent. Il ne peut se déplacer que d'une case à la fois. Il ne peut pas attaquer à distance. Il dépend entièrement des pièces qui l'entourent pour le protéger. Un roi sans sa reine, sans ses fous, sans son armée, n'est qu'un morceau de bois attendant d'être renversé. Tu as traité Emily comme un pion, Brian. Tu l'as sacrifiée pour sauver ton ego. Tu n'as pas réalisé qu'elle était la reine. Elle était la pièce qui pouvait se déplacer dans n'importe quelle direction. La pièce qui maintenait l'échiquier uni. Quand tu l'as jetée, tu ne t'es pas libéré. Tu as exposé ta gorge. J'ai brisé la couronne de cette pièce il y a 40 ans. La nuit où j'ai failli perdre ma propre femme parce que j'étais trop occupé à construire mon entreprise. Je l'ai gardée sur mon bureau comme un rappel. Un roi qui est seul est déjà brisé. Garde-la. Laisse-la te rappeler la différence entre pouvoir et valeur. Tu avais le pouvoir, Brian, mais tu n'avais pas de valeur. Échec et mat. Marcus Sterling. Brian baissa la lettre. Le silence de la cellule de prison était ourdissant. Il regarda le roi brisé dans sa main. Il passa le pouce sur le bois dentelé où se trouvait la couronne. Pendant 5 ans, il avait nourri de la colère. Il avait tramé des fantasmes de vengeance où il sortirait. Il lancerait une nouvelle entreprise et écraserait les Sterling. Il s'était dit qu'il était victime d'une conspiration, mais à mesure que les mots du vieil homme mourant pénétraient, la colère s'évapora, ne laissant qu'une clarté froide et dure. Il revit la salle du tribunal. Il vit le visage d'Emily, non pas en colère, mais compatissant. Elle n'avait pas regardé un magnat puissant. Elle avait regardé un roi sans défense, qui venait d'envoyer son armée au loin. Il s'était vanté de gagner le divorce. Il s'était vanté de garder la maison. Il avait organisé une fête au bord du précipice de sa propre destruction. Buvant du champagne alors que le sol sous lui s'effondrait. Brian se leva. Il marcha vers le petit miroir en acier poli vissé au mur, au-dessus de son évier. Il regarda son reflet. La barbe grise, les yeux enfoncés, le numéro imprimé sur sa poitrine. Il plaça le roi brisé sur l'étagère en métal, juste à côté de sa brosse à dents en plastique. La faille, il chuchota à son reflet. Les lumières du bloc cellulaire clignotèrent un bourdonnement d'avertissement signalant le verrouillage nocturne. Les lourdes portes en acier des cellules distantes commencèrent à se fermer avec fracas une par une, un grondement rythmique qui sonnait comme un maillet tombant encore et encore. Brian ne détourna pas le regard de la pièce d'échecs. C'était le seul héritage qu'il recevrait jamais. C'était la seule vérité qu'on lui avait dite. Il s'assit de nouveau sur son lit de camp, croisa les mains et attendit que l'obscurité l'emporte. Le jeu était terminé, et c'est là que se termine l'histoire de Brian Thorne. Il a passé sa vie à essayer de devenir un roi, seulement pour réaliser trop tard qu'un roi sans reine n'est qu'une cible. Pensez-vous que la leçon finale de Marcus avec la pièce d'échecs était un acte de cruauté, ou était-ce l'acte de miséricorde ultime, donnant à Brian la vérité qu'il avait besoin d'entendre? Et si vous étiez Emily, l'auriez-vous pardonné? Ou a-t-elle fait ce qu'il fallait en l'effaçant complètement? Laissez-moi savoir votre avis dans les commentaires. Si cette histoire vous a tenu en haleine, s'il vous plaît, donnez un j'aime et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, faites attention à qui vous sacrifiez pour gagner le jeu.